Donc j'ai pris l'habitude, autant que je le peux, de mettre une vidéo par semaine s'agissant des 36 questions sur les pervers narcissiques et de mettre un extrait d'une émission que je suis allé enregistrer à Paris avec Brigitte Lahaie, qui est très intéressante parce qu'on a beaucoup de témoignages. Donc je vais reprendre le même format, mais le modifier un petit peu, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand je mettrai des extraits d'émissions radio, après l'extrait de l'émission radio, je le commenterai, parce que parfois, il y a des choses que je pourrais ajouter, que j'ai oublié de dire, tout simplement, pendant l'émission. Donc je vous propose, puisque j'ai eu la chance d'être à Paris la semaine dernière avec Brigitte Lahaie, qu'on regarde le début de l'émission maintenant, et ensuite, je reviens vers vous pour ajouter quelques commentaires. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. Alors quand on rencontre quelqu'un, on va évidemment tenter de le séduire et forcément, eh bien, il y a de la séduction, quelque chose qui ressemble un peu, on pourrait dire, à de la manipulation puisqu'on va essayer d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, c'est-à-dire une belle rencontre. D'ailleurs, la manipulation, ça s'apprend très tôt puisque déjà le petit enfant découvre comment manipuler ses parents pour obtenir ce qu'il désire et d'ailleurs très vite il comprend vers qui il a plus de chances d'arriver à obtenir ce qu'il a envie. En revanche, la manipulation peut devenir toxique lorsqu'elle est utilisée pour obtenir des choses que l'autre a priori n'était absolument pas d'accord pour nous les donner. Dans les relations de couple, les rapports sont rarement également totalement égaux. Il y en a souvent un qui dirige ou même qui domine l'autre. Alors Jean-Charles Bouchou aime nous rappeler que même si on est la victime, eh bien on a sa part de responsabilité et il nous expliquera ça dans un instant. Et on va voir également avec Jean-Charles Bouchou à partir de quand on peut parler de manipulation perverse et on va voir aussi comment sortir d'une posture de victime et peut-être on pourra envisager comment on peut essayer de ne pas rentrer dans des luttes de pouvoir dès qu'on est dans une relation affective. Tous ces sujets, nous les abordons ensemble. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'appelle Les violences invisibles. C'est aux éditions le Courrier du Livre. C'est un livre tout à fait intéressant parce que vous montrez à quel point il y a beaucoup de violences qui ne portent pas ce nom-là, peut-être parce que justement elles sont invisibles. Oui, j'avais écrit donc un best-seller qui s'intitulait Les pervers narcissiques et j'ai souhaité revenir sur mon propos 10 ans plus tard pour un livre qui est quand même beaucoup plus mature et qui me ressemble plus en fait. Le premier était juste un exposé. Et donc effectivement, oui, quand on parle de pervers narcissique, souvent les personnes s'imaginent une personne violente, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un de très séduisant, s'il fait bien son travail, c'est quelqu'un qui est vraiment charmant et qui va vous faire du mal, mais avec le sourire. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler dans ce livre intitulé effectivement Les violences invisibles. Voilà, et donc je voulais aujourd'hui qu'on essaye d'aborder toutes sortes de manipulations, parce qu'au fond, la manipulation, je veux dire, on est tous un petit peu manipulateurs. Oui, et puis c'est même bien de l'être un petit peu. C'est bien de l'être un petit peu parce que, bon ben voilà, si vous êtes invité à une soirée, vous allez mettre votre plus joli costume ou votre plus belle robe. C'est déjà avoir envie de faire, de plaire, donc de séduire, donc de manipuler un petit peu notre entourage. Et c'est bienvenu. Ce serait dommage d'aller en soirée avec un sac de pommes de terre uniquement pour dire, moi je suis pas un manipulateur. Donc la manipulation est bienvenue, elle participe de la beauté du monde. Mais à un moment donné, effectivement, elle peut devenir toxique. C'est quand on manipule l'autre contre son gré, si vous voulez, pour l'amener à faire des choses qu'il n'aurait jamais voulu faire. Et là, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement violent. Et ça me fait penser à une chose, Jean-Charles Bouchou, quand on parle de manipulation, on peut tout de suite penser au mensonge, et on est un peu actuellement dans une sorte de désir de transparence où il faudrait tout se dire. Quel est votre avis sur ce sujet ? C'est très intéressant d'être du côté de l'honnêteté, d'éviter au maximum de mentir, ouais, c'est bien. Parce qu'à chaque fois que je crée un mensonge, je crée une double réalité. Celle que je dis est la vraie réalité, si vous voulez. Et il y a quelque chose de schizophrène là-dedans. Donc effectivement, être le plus près possible du côté de la vérité. Mais il arrive qu'on préfère taire une vérité ou qu'on préfère dire un mensonge en se disant bon ça va aller mieux comme ça. Donc c'est pas la fin du monde non plus quoi. Oui, reprenons l'exemple du dîner. Si le plat était quand même pas très bon, c'est peut-être pas la peine de le dire. C'est pas la peine de le dire. Ça dépend de quelle place on a.
Et ça dépend si on nous le demande aussi. Par exemple, je donne beaucoup cet exemple à mes patients, en fait, qui ont été beaucoup critiqués par un autre, qui peut être un conjoint. Si vous étiez compagnon du Tour de France, vous allez voir des patrons et vous demandez à être critiqué. Vous demandez qu'on dise là tu t'es trompé, là tu aurais pu faire mieux. Donc il y a des gens qui sont habilités à critiquer. Un thérapeute peut l'être éventuellement. Quand on va voir un thérapeute, on lui dit mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Nous thérapeutes, on va dire ce qui ne va pas. On va pas dire ce qui va bien. On peut le dire aussi, c'est rassurant, mais c'est pas vraiment l'objectif. Donc, mais le reste du temps, non, effectivement, si je viens dîner chez quelqu'un, je ne dirais pas le plat était immangeable si on me l'a pas demandé ou si c'est pas mon métier, si c'est pas mon rôle. Aujourd'hui, on a beaucoup de féministes qui sont, et à juste titre, en train d'essayer d'aider les femmes à se positionner un peu mieux. Moi, j'ai remarqué depuis de nombreuses années, j'écoute les témoignages des femmes et je me rends compte que les femmes ont beaucoup de mal à se positionner et à dire non. Comment vous expliquez ça, vous, Jean-Charles Je crois que Bouchou ? beaucoup de gens ont du mal à dire non. Parce que comment est-ce que j'explique ça? C'est parce qu'on a besoin d'être aimé, justement. Et c'est une forme de manipulation que de pas savoir dire non. C'est-à-dire que si j'ai envie quand même, j'ai toujours dire oui. Voilà, on me demande quelque chose, je dis toujours oui, parce que j'ai le sentiment que si je dis non, l'autre pourrait me retirer son amour et à partir de là, je risquerais bien d'être abandonné. J'avais donné un exemple dans une émission précédente, je vais le redonner. C'est une personne m'écrit en me disant, voilà, j'ai écrit mon histoire avec la personne qui m'a fait du mal, j'aimerais bien que vous la lisiez. Et je dis à la personne, non, j'ai pas le temps. La dame m'a dit, on peut pas si bien écrire sur les pervers narcissiques sans l'être un peu soi-même. C'est-à-dire que le seul fait de dire non était déjà pour elle un symptôme comme quoi j'étais potentiellement pervers. Vous voyez ? Oui. Donc, peut-être qu'elle ne m'aimera pas, cette dame, mais il n'empêche que j'avais vraiment pas le temps de lire son livre. Bien sûr, vous avez dit... mais les femmes ont plus de mal à dire non que les hommes, c'est parce qu'elles ont besoin d'être plus aimées ? Si je suis votre raisonnement. Non, j'ai pas dit que c'était les femmes. Je pense que les hommes aussi aujourd'hui ont du mal à dire non. Je crois que c'est un peu le mal du siècle en fait. C'est d'arriver à s'affirmer et d'accepter qu'on ne m'aimera pas. Vous savez, si vous voulez vraiment que tout le monde vous aime, c'est facile. Si vous rencontrez quelqu'un qui est de droite, vous êtes de droite. Si vous rencontrez quelqu'un qui est de gauche, vous êtes de gauche. S'il raconte une blague que vous comprenez pas, ça fait rien. Riez quand même. Vous voyez ? Donc, pour plaire à l'autre, à un moment donné, je vais même plus exister. Alors que si à un moment je veux exister, je vais dire non, voilà, mon idéal politique est celui-ci. Et il y a des gens qui vont m'entendre à qui ça ne va pas plaire, je vais donc perdre des amis. Il y a des gens qui vont pas m'aimer. Mais pour être soi-même, il faut accepter qu'on puisse ne pas être aimé par certains, qu'on puisse être abandonné par d'autres. Et je vais créer autour de moi une communauté, j'imagine, qui va me ressembler. Ou qui va avoir plaisir à venir discuter avec moi. Parce qu'il y aura aussi des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais qui auront quand même plaisir à qui continuer. accepteront évidemment la différence. Donc oser exister, c'est prendre le risque d'être abandonné. Et dans le couple, c'est pas toujours simple. Il y en a souvent un qui domine, l'autre qui accepte. Oui, c'est dommage. Oui, c'est souvent comme ça. Pas toujours, mais c'est souvent comme ça et c'est bien dommage. Parfois, certains dominent un endroit et d'autres dominent un autre endroit. Oui, ça va. Dans les sociétés méditerranéennes, l'homme est montré à l'extérieur comme étant le phallus de la maison, mais quand il rentre à la maison, il met les patins. Et c'est vraiment la femme qui commande. Ça, je l'ai vu notamment en Espagne, c'est flagrant. Et comment faire pour ne pas tomber dans cette relation justement dominant-dominé ? Accepter la différence, se désidéaliser soi-même. C'est-à-dire accepter qu'à un moment donné, on a des défauts, on sera pas toujours le meilleur. Donc sortir de cet idéal. Alors en psychanalyse, ça commence par désidéaliser ses parents et désidéaliser son conjoint. L'autre se trompe. Et d'ailleurs, souvent, quand on voit l'autre se tromper, ça nous rassure. On se dit, tiens, si lui se trompe, moi je pourrais me tromper moi aussi. Vous voyez ? Et à partir de là, on n'a plus besoin de tellement dans la manipulation. Quand on aime quelqu'un, elle n'a pas besoin qu'il soit particulièrement bien maquillé ou bien habillé. Ça, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était pour une soirée, mais dans le couple, normalement... Oui, enfin, il faut quand même rester séduisant. Enfin, je veux dire, faut pas non plus. Bon, quand on aime quelqu'un, même mal coiffé, on continue de l'aimer et on le trouve toujours séduisant. Oui, d'accord. Mais enfin, s'il est toujours mal coiffé, qu'il prend plus sa douche, etc. Il y a un moment peut-être quand même. Un minimum de douche. Oui. Non, quand même un minimum. Oui. On est d'accord. Un minimum de soins. Alors, justement, quand on est dans un couple où s'est installé des rapports de domination, voire même des manipulations un peu perverses, c'est là où il faut reprendre ses responsabilités, c'est peut-être de ça dont on peut parler aussi aujourd'hui. Oui, alors la première chose, c'est déjà de s'en apercevoir et de comprendre que ça n'est pas normal. Parce que parmi les personnes qui se font manipuler, vous avez des gens... Moi, je me rappelle une dame qui m'avait dit, un jour il m'a giflé, mais j'ai pensé que c'était normal.
Vous voyez ? Donc, la loi n'a pas été posée pour cette personne. Donc, à un moment donné, en venant voir un thérapeute va lui dire non, c'est pas normal, vous n'avez pas accepté ça, sauf si ça vous plaît. Ça existe aussi. Donc, d'abord, prendre conscience de ce qui se passe, vérifier que la situation est anormale, et effectivement, comme vous dites, ensuite, on pourra prendre ses responsabilités. Mais pour prendre ses responsabilités, encore faut-il avoir compris. Et c'est pour ça qu'on écrit des livres et qu'on fait des émissions de radio et des conférences. C'est qu'à un moment donné, par notre parole, nous instillons la loi, en fait, en disant non, on n'a pas à mal vous parler, vous n'avez pas accepté de vous laisser mal parler ou maltraiter. Et pourtant, le nombre de femmes qui sont violentées et voire même tuées tous les ans en France ne diminue pas réellement. Non, ça ne change pas. Et même étonnamment, je pense que le fait que la violence soit moins bien perçue maintenant, parce qu'il y a aussi une violence normale qui peut être le moteur de nos actions, fait qu'on refoule énormément notre violence et que le jour où elle explose, elle est trop forte, trop puissante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de se dire aussi, moi je suis porteur d'une certaine énergie, je suis porteur d'une certaine violence, qu'est-ce que je vais en faire de cette violence ? Au service de quoi est-ce que je vais la mettre ? Alors je peux faire du sport, je peux écrire. Le fait d'écrire, c'est quelque chose d'extrêmement violent parce qu'on dit tout ce qu'on a sur le cœur. Et moi je sais que j'ai beaucoup de choses à dire, mais d'écrire des livres m'a énormément pacifié. Vous voyez ? Donc cette énergie, elle existe. La violence, j'en suis porteur. Qu'est-ce que je peux bien en faire ? Au service de quoi est-ce que je vais la mettre ? Alors justement, cette énergie violente, certains disent qu'elle est surtout masculine. Vous êtes d'accord ? Pas du tout. Je suis absolument pas d'accord. Nous sommes tous traversés par une énergie. Alors elle peut s'exprimer différemment. Effectivement, chez l'homme, c'est plus yang, donc c'est plus, il y a plus de passage à l'acte violent physiquement. Mais chez la femme, il va falloir de toute façon que son énergie s'exprime. Elle s'exprimera d'une autre manière. Peut-être même que la perversion. Oui, voilà. Donc on pourrait même penser que la violence physique est une violence yang et que la perversion narcissique dont on a tant parlé est une violence yin. C'est-à-dire qui ne se dit pas et qui justement se dit par le sourire et qui devient une violence invisible. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les femmes ne peuvent pas être violentes physiquement aussi, et les hommes pervers narcissiques, évidemment. C'est un symbole de yang et de yin. Jean-Charles Bouchou est avec nous. On va commencer avec Aude dans un instant qui est en pleine procédure de divorce et qui nous raconte ça. Donc voilà, je ne vais pas commenter outre mesure cet extrait qui était un petit peu long. Simplement, on l'a compris, on parle de manipulation. Et je pense que ça ressort bien de l'émission. La manipulation s'assied sur une angoisse d'abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma petite enfance, je me suis rendu compte que je pouvais moduler le monde qui m'entoure, c'est-à-dire si je souris, on me sourit, si je boude, on s'inquiète. C'est la période que Lacan appelait le stade du miroir. Et à ce moment-là, je réalise que je peux manipuler le monde en changeant moi-même. C'est là où on apprend la manipulation. D'ailleurs, il n'a qu'à regarder les petits-enfants comme ils sont séducteurs vers l'âge de 2 ans. Et à nous faire des petits sourires, ils sont adorables ces gosses. Donc, sur quoi est-ce que cela repose ? Imaginez un petit enfant donc, qui aurait même moins de 2 ans et qui serait abandonné, il serait en danger de mort. Donc l'angoisse d'abandon, les premières angoisses d'abandon en tout cas, sont des angoisses extrêmement massives. Et certains d'entre nous continuent à vivre cette angoisse d'abandon et donc vont tenter de se faire particulièrement aimer et vont trouver extrêmement dangereux de ne pas être aimé et donc ce qui signerait un risque d'abandon. Voilà, je voulais revenir aussi sur une phrase que j'ai dit, l'importance de se désidéaliser soi-même, et j'ajoute dans la vidéo, pour se désidéaliser soi-même, il faut d'abord avoir désidéalisé ses parents. C'est peut-être pas très clair comme je l'ai expliqué, parce que je ne suis pas allé au bout de ma pensée. Donc voilà ce que je voulais dire. Quand nous sommes enfants, si nous avons le sentiment d'avoir des parents idéaux, et tous les petits-enfants le croient à un moment donné, nous avons intérêt à être l'enfant idéal, car si nous ne sommes pas l'enfant idéal, nous risquerions bien d'être justement abandonnés. En désidéalisant ses parents, il suffit d'observer nos enfants, pour ceux qui ont des enfants ou qui ont pu en observer. Quand nous commettons une erreur ou une bêtise, mais les enfants adorent ça, ils disent « là, tu t'es trompé ». Vous voyez ? Donc en désidéalisant ses parents, on n'a plus besoin d'être l'enfant idéal. Et ça permet un grand apaisement et ça permet de commencer à sortir de cette angoisse d'abandon qui fait qu'on sortira de cette phase narcissique et de ce besoin outrancier de manipuler le monde qui nous entoure. Donc ce que j'aurais pu répondre à Brigitte Lahaie quand j'étais à Paris, c'est bien sûr que dans notre société, on est de plus en plus enclin à l'angoisse d'abandon parce que nous restons coincés à cette période du narcissisme et beaucoup d'entre nous sont coincés dans cette période. Nous n'acceptons pas qu'on puisse ne pas nous aimer. Vous voyez ? Voilà, je crois que je voulais juste rajouter ces petites choses. Tout de suite après, donc très rapidement, je vais vous mettre un deuxième extrait de cette émission avec un témoignage. Et là, je parlerai peut-être plus abondamment après la vidéo. Voilà, à bientôt.
Au revoir.